Bonjour à tous. Le Club Emploi reçoit aujourd'hui le DRH de Manitou. Avec Manitou, on est dans un monde d'engins industriels, des chariots de manutention tout-terrain pour l'agriculture, la construction et l'industrie. Il faut surtout savoir que Manitou fait partie de ces champions méconnus de l'industrie française. C'est une ETI, une entreprise de taille intermédiaire basée à Ancenis, en Loire-Atlantique, près de Nantes. Elle emploie 3300 salariés, dont 40% sont à l'étranger. Et sa force, justement, c'est qu'elle réalise 2/3 de son chiffre d'affaires à l'international, ce qui en fait un modèle à suivre pour les autres ETI. Alors, malgré la crise qu'elle a traversée, Manitou n'a jamais cessé de recruter. Et ça va continuer en 2013 avec 150 embauches prévues. Alors, quel intérêt de postuler dans cette ETI? Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'elle se délocalise, comme bon nombre d'industries françaises? Est-ce qu'on peut faire carrière chez Manitou et dans quelles conditions? Nous en parlons avec Jérôme Tertrais, le DRH de Manitou. Jérôme Tertrais, bonjour et bienvenue. Bonjour. Je le disais, Manitou a traversé une grave crise en 2009 en perdant la moitié de son chiffre d'affaires en Europe et 70% aux États-Unis. Alors, est-ce que Manitou va mieux aujourd'hui? Est-ce que vous avez rattrapé votre chiffre d'affaires? Oui, Manitou va mieux. Manitou a traversé une crise très difficile en effet, et grâce à son actionnariat familial, il a pu redémarrer. Plus 23%, plus 35%, plus 12% l'année dernière. Et 12%, plus 12% l'année dernière. Alors, à l'époque, vous aviez fait un plan de départ volontaire pour 350 salariés. Est-ce que vous n'avez pas perdu des savoir-faire précieux à ce moment-là? Eh bien, écoutez, c'est ce que je pensais comme vous avant de le faire. Et il est vrai que le résultat donne quelque chose d'assez étonnant, puisqu'on s'aperçoit que les départs se sont faits dans toutes les catégories de personnel, dans tous les niveaux de performance, donc c'est pas tout à fait ce qu'on peut penser, et donc c'est plutôt un bon enseignement. Alors vous avez fait 300 embauches l'an passé, je le disais, vous n'avez jamais arrêté de recruter. Cette année, vous réduisez le volume quand même, vous allez en faire la moitié, 150 recrutements prévus. Pourquoi cette baisse? Pourquoi pas 300 comme l'année dernière, puisque ça va bien? C'est quand même lié aux perspectives de croissance. Si vous voulez, l'année dernière, nous avions une perspective de croissance de 15%, nous avons fait autour de 12%. Cette année, nous avons plutôt un objectif de consolidation, c'est-à-dire d'arriver à peu près au même chiffre d'affaires que l'année dernière. Donc nous, raisonnablement, nous adaptons un petit peu le niveau d'embauche aux perspectives de croissance. Et alors, est-ce qu'il y aura des créations nettes d'emplois sur les 150 embauches? Oui, il y aura des... pas que des remplacements, non? Non. Par exemple, si je vous donne l'exemple de l'année dernière, sur les 300, il y a eu 150 créations nettes. On peut dire que sur les 150, je pense qu'on sera au bout de 70%, 70 créations nettes, oui. 70 créations nettes, bon, ça va faire plaisir. On va parler des embauches de cadres. Vous en prévoyez environ 50 sur les 150 en 2013. 2/3 dans la vente, 1/3 sur les fonctions de conception. Vous pouvez même dire aux 70 plutôt. 70, même, voilà, ça a encore changé. Est-ce que vous pensez rencontrer des difficultés pour recruter? En toute honnêteté, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui nous disent qu'elles ont des difficultés, est-ce que vous pensez avoir des difficultés pour recruter certaines fonctions clés chez vous? On a toujours des difficultés pour certaines fonctions clés. Sur lesquelles? Sur les métiers d'ingénieurs d'études, par exemple, qui sont des populations qui ne bougent pas beaucoup. Sur les acheteurs, qui pour nous est une fonction clé. Sur les dessinateurs, sur des animateurs également, des animateurs commerciaux, sur certaines zones ou sur certains types de produits. Ouais. Donc oui, c'est toujours difficile. Et alors, est-ce que vous allez aller chercher dans des secteurs qui justement ont des difficultés à l'envers? Par exemple, l'automobile, qui subit On est très ouvert. L'automobile, c'est du matériel roulant, bien sûr. Aujourd'hui, un certain nombre de cadres de groupes automobiles, certains nous rejoignent. Nous avons pour eux l'intérêt de leur donner des responsabilités intéressantes. Ils étaient quelquefois dans des organisations très structurées. Ils retrouvent un peu d'air dans une entreprise à taille humaine qui est prête à les recevoir. Une ETI. Les jeunes diplômés sont-ils les bienvenus chez vous? Oui, ils sont bien sûr qu'ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus parce que nous avons un système d'évolution progressive et si on veut à un moment donné faire évoluer l'intérieur, il faut évidemment rentrer des juniors, que ce soit des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs. Bon, le message est passé. Les salaires peuvent faire la différence pour attirer des managers. Est-ce qu'on bénéficie de rémunérations avantageuses chez Manitou, notamment au niveau des fixes? Est-ce que vous êtes au-dessus du marché, en dessous du marché? Est-ce que vous compensez avec du variable? Comment ça marche chez vous? Donc on a un système de benchmark. C'est-à-dire qu'on s'étale sur le marché, sur un marché mondial. Nous avons une méthodologie de grading des emplois. Et on peut dire qu'on a eu des rémunérations attractives dans leur complète rémunération, avec une partie fixe, solide, et des parties variables, qu'elles soient individuelles ou collectives. Et ça peut représenter combien, la partie variable? La partie variable, là aussi, va varier en fonction du niveau de responsabilité, peut aller de 8% à 25% en fonction des responsabilités.
Alors après le salaire, l'autre avantage préféré des cadres pour rester fidèles à leur entreprise, ce sont les possibilités d'évolution. Chez Manitou, est-ce qu'on peut changer radicalement de métier quand on s'ennuie dans son poste au bout de quelques années? Bien sûr. D'abord, on ne s'ennuie pas. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et en tout cas, on essaye chaque année de détecter les envies de mobilité. Un de nos points forts est de pouvoir proposer à l'ensemble de nos managers et cadres des évolutions en France et à l'international, dans un métier ou dans un autre métier. Est-ce que vous proposez, vous le disiez tout à l'heure, des mobilités à l'international, mais est-ce que vous en avez beaucoup? Nous avons aujourd'hui un certain nombre, que ce soit sous la formule du VIE, des jeunes qui partent en Inde, à Singapour, en Chine, ou des expatriés, des gens un peu plus seniors, qu'on voit aujourd'hui partir également dans d'autres pays, comme la Russie, comme l'Australie. Oui, bien sûr, on en a une douzaine à peu près. Une douzaine, d'accord. Vous n'avez pas de mal à les faire partir? Bien, on n'a pas de mal. Ils ont souvent envie de partir. Après, c'est une expatriation, c'est souvent lorsque c'est un projet personnel et familial. Donc c'est là que de temps en temps, il peut y avoir des difficultés. Mais en tout cas, on le propose. D'accord. Alors, dans une équipe de foot, chaque joueur a son remplaçant. Chez Manitou, c'est pareil. L'an passé, vous avez identifié 150 successeurs pour 150 managers. Et vous me disiez qu'il y a des couleurs pour chaque type de remplaçant. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Oui, c'est un process que nous avons annuel, un process dans ce qu'on appelle les OPR, les Organization People Review, en français des revues de personnel et d'organisation. Il s'agit en fait de passer en revue les organisations, de les colorer. Et on colore d'abord les emplois. Les emplois rouges sont les emplois à pourvoir, vacants ou à pourvoir dans des délais très très courts. Les jaunes de 6 à 2 ans et les verts, disons, sur un moyen terme. Et puis après, sous cette organisation, on met des successeurs. Rouge, c'est quelqu'un qui peut prendre immédiatement la place de quelqu'un. Jaune, quelqu'un qui peut prendre ça à 2 ans. Et comme ça, donc on a des organigrammes de remplacement, effectivement, aujourd'hui, pour les 200 positions, première position du groupe. Alors ça, je comprends qu'un DRH trouve ça génial, mais est-ce que c'est pas un peu anxiogène pour le salarié? Il sait qu'il y a son remplaçant qui peut peut-être pousser derrière. Non, c'est un process, il ne le sait pas parce que c'est un process qui reste sous la responsabilité du management supérieur et évidemment de la fonction ressources humaines. D'accord. Est-ce que ça vous sert aussi à éviter de perdre des savoir-faire en cas de départ? Ça nous sert surtout d'anticiper. À partir du moment où les gens sont dans des cases, on dirait colorées jaunes, ça veut dire qu'il y a une mobilité plus ou moins court terme, ou rouge, effectivement, on anticipe, on prépare, on propose, à travers les entretiens annuels, ces opportunités. Donc à anticiper, à fidéliser, j'imagine aussi. Je le disais, vous réalisez les 2/3 de votre chiffre d'affaires à l'international. Manitou va, j'imagine, continuer à chercher sa croissance à l'international, mais dans quel pays précisément, Monsieur Tertrais? Alors aujourd'hui, nous partons sur le Brésil, nous sommes déjà en Chine, nous sommes en Inde, nous sommes en Australie, nous sommes en Asie, nous sommes au Moyen-Orient, nous sommes en Pologne, partons dans l'Europe du Nord, l'Asie, et évidemment tous les pays émergents nous intéressent. Parce que à court ou moyen terme, je dirais quelque part, l'utilité de nos produits se manifestera. On va maintenant parler de l'avenir de Manitou en France. Vous avez 4 sites en France, je le rappelle, mais aussi 3 sites aux États-Unis et 1 en Italie. Votre ancien DG disait « Manitou ne fait pas partie de ces entreprises qui ont un intérêt à délocaliser ». Est-ce que c'est toujours vrai et pourquoi? C'est vrai, tout simplement parce que si vous voulez, déjà, il faut savoir que la main-d'œuvre, le coût de la main-d'œuvre, c'est moins de 10% du prix de nos produits. 70% de la valeur de produit, c'est la valeur d'achat. Donc ça n'a pas de sens d'aller fabriquer en dehors de France, parce que refaire venir les machines aurait des coûts de transport qui rendraient l'exercice totalement incompréhensible. Donc pas de question de délocaliser. C'est pas un sujet chez nous, la délocalisation. C'est pas un sujet. Mais est-ce que ça signifie que vous ne fabriquerez jamais en Inde ou au Brésil? Ça ne veut pas dire ça, parce qu'effectivement, à un moment donné, si les marchés sont présents, que ce soit au Brésil, en Inde ou en Chine, on pourra être à un moment donné, parce que le marché sera ouvert, et parce que certains de ces pays ont un certain nombre de droits de douane qui nous obligeront effectivement à fabriquer sur place. Et ce sera donc plus avantageux pour vous de fabriquer sur place que d'importer Exactement, ça n'aurait pas de sens de faire l'inverse. D'ailleurs, nous ne serions pas compétitifs. Jérôme Tertrais, merci d'avoir répondu aux questions du Club Emploi Cadre Emploi Le Figaro Économie. On se retrouve dans une semaine avec un nouvel invité dans un nouvel univers.